Éloigné, c'était tout. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier, par la confiance unanime des représentants de la nation, à la tête de l'État sénégalais. Les Sénégalais ont prouvé au monde étonné qu'ils savaient, à l'heure du péril national, communier dans un commun vouloir de vie commune en oubliant leurs querelles sous le baobab. Cette vibrante unanimité, je l'ai sentie hier dans les rues de notre capitale où le peuple, toute race mêlée, noirs, arabes, berbères, européens, clamait sa foi dans le Sénégal indépendant. Je suis sensible, pourquoi le cacher, à cette affectueuse confiance. Précisément à cause de cela, je suis profondément conscient des graves devoirs de ma charge. Il m'appartient de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de la République. Je n'y faillirai pas. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si je t'ai tant chanté, et de préférence ce pays bas où dorment mes ancêtres sous les palmes et l'Alizé, si je t'ai tant chanté, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair, la chair de nos morts. C'était il y a tout juste 61 ans, Léopold Sédar Gilhan Senghor prêtait pour la première fois serment de servir la constitution de ce jeune État balbutiant, né des limbes de la Fédération du Mali, avorté quelques jours plus tôt. Quel curieux destin que celui que le patronyme renvoie à la lusophonie et signifie « monsieur » en français, que de contradictions en même temps que de fidélité à ses engagements. Fidèle donc à la ligne de conduite qu'il s'est très tôt fixée, l'auteur de Chants d'ombre n'en est pas pour autant abscon de déchirements et de taches indélébiles. Mais quel personnage! Rejeton d'un père renommé de Joal à Gorée, il fera flotter le patronyme du paternel sur les frontons du XXe siècle qu'il traversera de part en part, aux côtés des mots négritude et Sénégal, ce curieux pays africain. Voilà en préambule l'introduction à cette émission Africanité de ce samedi 11 septembre 2021, une émission consacrée donc au président Léopold Sédar Gilhan Senghor. Pour inviter ce samedi, nous recevons dans ce studio Louis Elsino d'Acosta, Ibrahima Fall, alias Iboufal, journaliste dit satirique, qui a déjà eu une longue carrière dans la presse écrite sénégalaise, avec notamment un passage au Cafard Libéré, et puis la création du Petit Railleur au début des années 2010, cette parution qui, selon ses mots, est un trentomadaire, et le journal satirique actuel qui existe au Sénégal. Et par ailleurs, notre invité est également auteur des sénégalaiseries, un vocable dont il est en tout cas dont il assume la paternité. Et le dernier volet des sénégalaiseries est consacré au président Léopold Sédar Gilhan Senghor, avec ce titre Senghor, sa nègre attitude, publié aux éditions Forte Impression, la maison d'édition de l'auteur. Alors je suis très heureux de recevoir ce samedi Iboufal, un confrère, un grand dans notre métier. Bienvenue sur cette antenne de la Radio Espérance du Sénégal. Vous êtes, je pourrais le dire, le bienvenu ici, dans ce studio Louis Elsino d'Acosta. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie vraiment de me recevoir, de m'accueillir. C'est toujours un honneur d'être reçu par un confrère, de parler d'actualité, de se faire connaître, de faire connaître son travail. Je découvre cette radio et je suis curieux de voir ce que ce sera dans quelques années, parce que je sens chez vous une sorte de détermination à faire les choses, et j'espère que ce sera un grand groupe de radio et d'autres choses. On s'y attelle avec méthode et organisation, du moins on y tâche, selon en tout cas
l'adage prôné, mis en action par le président Senghor, l'objet en tout cas le héros de ce livre, Senghor, sa négratitude, donc un ouvrage concis, vif, je vais oser le terme, écrit de manière lapidaire, tel un artisan qui polit ses pierres, qui fourmille d'anecdotes. À la lecture de l'ouvrage, on se rend bien compte qu'on est devant, en tout cas, une vaste galerie de portraits autour de Senghor. C'est vraiment une galaxie de grands personnages qui ont façonné le Sénégal. J'oserais peut-être même le terme comédie humaine, cher à Honoré de Balzac, ce grand auteur du XIXe siècle, pour en tout cas rester dans les références senghoriennes avec la littérature, cette littérature française francophone. Alors, je rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez interagir avec nous en composant le 88 628 77 77, poser des questions à notre invité, mais également apporter vos contributions. Alors, on va débuter tout de suite cet échange par peut-être une brève présentation. J'ai esquissé quelques lignes, mais je vais vous laisser le soin peut-être de vous présenter de manière un peu plus dense à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Oui, bon, enfin, moi je suis un autodidacte en matière de journalisme parce que, bon, j'ai eu le bac lettres classiques, très Senghor, latin grec en 81, mais mes études ne sont pas allées plus loin. J'ai fait une année de philosophie à laquelle je n'ai pas terminé. Ensuite, une pause, j'ai tenté lettres, mais là, j'ai échoué. Et quand on échoue à 2 premières années, c'est ce qu'on appelle cartouché. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler. Donc, j'ai fait des petits boulots, mais j'avais quand même quelques talents d'écriture et j'ai surtout fait de la bande dessinée. J'étais un amateur de bande dessinée, j'adorais et j'ai lancé mon premier magazine de bande dessinée dans ces années-là, qui s'appelait Boy Dakar. Et c'est justement en essayant de faire la promotion de ce magazine, qui a connu 3 numéros, 3 éditions, que je suis entré dans la presse. Sopi à l'époque, en 89, chercher des correcteurs. On m'a demandé si j'étais assez bon en français, j'ai dit oui. Et c'est parti comme ça. Alors, à force de corriger, même parfois de réécrire carrément les textes, le rédacteur en chef, au bout de 3 semaines, m'a dit: toi, tu dois pouvoir me proposer une chronique. J'avais déjà publié un petit recueil de poèmes depuis 84, je crois, une centaine de poèmes que j'avais envoyé au président Senghor à l'époque. Je pense que je le lui ai envoyé en 86 ou 87, avec un petit mot pour faire le malin. Et puis 2 mois après, je reçois sa réponse. Cher poète, etc. Il avait lu et il a critiqué. Et il m'en a dit des choses. Malheureusement, ce courrier, j'ai dû le perdre dans mes déménagements. Il me disait que d'éviter les formules passe-partout, trop facile, parce que la poésie, justement, qu'il trouvait ma poésie triste, qu'elle aurait dû être un chant plus joyeux, que j'étais jeune et tout ça. Il m'a écrit des choses comme ça. Et ça m'a épaté, parce que je me suis dit à l'époque que ça ne va pas l'intéresser. Voilà, il a eu cette courtoisie. Et voilà, donc j'entre à Sopi comme correcteur, donc après on fait des chroniques. C'était Sopi de Wade, temps de sa splendeur, 88, 89 surtout. On vire la rédaction, je les suis. Et c'est là qu'on me dit, bon, toi tu en sais un peu, donc mes premiers reportages. Enfin, j'ai fait un passage au Cafard Libéré quand on a viré la rédaction de Sopi, en attendant que les choses reviennent dans l'ordre. Donc, je suis entré au Cafard Libéré parce que je connaissais Pape Sambakan, rédacteur en chef de l'époque, qui avait vu mes poèmes et tout, et qui m'avait demandé de rejoindre leur rédaction. Et j'ai fait 3 mois là-bas. Et puis, on a créé le journal Le Témoin, avec la rédaction de Sopi qu'on avait définitivement viré en avril 90. Et c'est de là que ma carrière de journaliste est partie. J'ai pas fait le CESTI ni une école de journalisme, j'ai appris sur le tard comme ça, au fil des reportages, j'étais corrigé, j'étais encadré. Et
puis bon, c'est parti tout seul, quoi. Avec au début des années 2000, le lancement de cette série, les Sénégalaiseries. En fait, les Sénégalaiseries, ça a été la première compilation, elle date de 92. Parce que, comme je dis, mes chroniques entre Sopi et Le Témoin, qu'on appelait les billets de Hibou à l'époque, je les ai compilées en fin 92. Et puis, en les classant, j'ai cherché un titre. Et ça m'est venu comme ça, c'était en novembre 92. J'ai titré Croquis de certaines Sénégalaiseries. Donc, c'était pas un mot qui existait, c'est un néologisme à l'époque. Et après, c'est devenu ma marque de fabrique. Donc, après même mes chroniques, je les appelais les Sénégalaiseries. Et donc, la première édition date de 93, février 93 exactement. Et ensuite, j'ai continué à faire du journalisme, hein. J'ai créé des journaux et tout, avec mes chroniques qui s'appelaient les Sénégalaiseries, déjà au Témoin, entre 94 et 95. Et quand j'ai créé des titres qui ont finalement fermé en 2000 avec Trac et en 2001 avec Frasque, c'était des journaux un peu à sensation, à thèmes plus sociaux que d'institutions. J'ai créé justement Forte Impression en 2005 et en 2009, oui, j'ai publié mon deuxième ouvrage qui s'appelait Dieu le pire, et c'est dans la série des Sénégalaiseries. Donc il y en a actuellement 7. Celui-là est le 7e. Le 3e, c'est Bandiarlé, une compilation de mes chroniques qui datait de 94-95, qui s'appelle Bandiarlé. Ensuite, j'ai fait, comment ça s'appelle, Les Égocrates, qui ont été une compilation de mes chroniques de 2011 à 2012. En 2013, j'ai sorti un autre ouvrage qui s'appelait Le nouveau type de sénégalaiserie, NTS. En 2013, ce sont les 5e. En 2020, j'ai compilé un peu 7 ans de travail avec un lexique chahuteur et tout, qui s'appelle le Dictionnaire des emmerdés, des lascars du buzz, et voilà, qui fait à peu près 600 pages, si c'est illustré, mais qui n'a pas encore été imprimé. En fait, je l'ai juste publié comme ça, version numérique, mais je compte vraiment l'illustrer et le publier dans les années qui viennent, enfin, j'espère en 2022. Mais c'est le 6e ouvrage. Et donc Senghor, c'est le 7e. En fait, depuis 2019 d'ailleurs, je disais que ça fera 40 ans que Senghor a démissionné. Et pour moi, c'est l'acte fondateur de nos alternances et c'est l'acte qui a consolidé notre démocratie, qui l'a confirmé. Et j'ai dit qu'il fallait marquer quand même ce qui pour moi est l'acte fondateur et majeur de la carrière de Senghor, de sa carrière politique. Il est parti au moment où il devait partir. Ce qui n'est pas, et je pense qu'à l'époque c'était le premier en Afrique, et dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis en pleine possession de leurs moyens, à mi-mandat, sans pression, sans rien, tout simplement parce qu'ils se sont dit, je ne suis pas indispensable, il est temps que je passe le relais. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important pour le Sénégal. Ça a permis les alternances que je qualifie de chevaleresques en 2000. Abdou Diouf qui passe le relais à Wade après avoir perdu des élections, et Wade qui part quand Macky Sall le bat. Je pense qu'il ne pouvait pas faire moins, parce que Senghor, qui avait toute la légitimité pour partir, lui a su partir en disant juste qu'il était trop âgé, qu'il fallait qu'il passe le relais aux générations plus outillées pour affronter les périodes qui arrivaient. Alors on va parler de ce point de départ, hein, comme vous l'évoquiez à l'instant, hein, notamment avec cet article paru en 2020 dans votre publication, Le Tirailleur. Alors Senghor
On en parle, Oui. point d'interrogation. Justement, on va en parler, commencer d'abord par le tout début, la genèse, hein, et cette enfance qui a été fondatrice pour le petit Senghor. Dans l'ouvrage, hein, vous qualifiez son comparse Mamadou Dia de véritable mutant, mais Senghor aussi, c'est un vrai mutant, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, rien ne le prédestine, hormis les moyens, le bagou et l'aura de son père, à épouser le destin qui sera le sien. C'est un... Je ne suis même pas sûr, parce que Senghor, parce que là, de mémoire, je pense qu'ils étaient au moins 45 ou 46. Senghor était le 24e, si je ne m'abuse. Dans une famille de 46 enfants, 5 épouses et tout ça, c'est extrême. Je pense que c'est miraculeux. Il y a cette légende autour de sa maman, Djelan Barhoum, Oui. et ce vieux, hein, avec toute la considération qu'on peut donner à ce mot, qui, légende ou l'histoire avérée, qui prévient le papa, Oui. épouse là. Elle porte l'enfant, oui, Prodige. l'enfant prodige. Et ça, bon, de toute façon, dans tous les destins, il y a une part de légende, il y a une part de mythe. Il y a toujours quelque chose de surhumain dans le destin de ces gens-là, parce que pour moi, Senghor est surhumain. C'est pas quelqu'un qu'on croise. Moi, je suis allé à Dilo pour un peu refaire le circuit de son royaume d'enfance, et je ne suis même pas sûr que dans les conditions actuelles en 2021, un enfant qui naît à Dilo aujourd'hui soit prédestiné à aller à l'Académie française, à être président de la République. Alors lui, en 1906, je ne vois pas, parce que jusqu'à 7 ans, c'était le petit Sérère. Ni Wolof, ni français, ni... voilà. C'était la brousse avec son tout corps. Ah oui, son oncle, il courait derrière les vaches, il luttait avec ses potes, il plongeait dans les mangroves. C'était le petit Sérère très ordinaire. Alors... Ce qui agaçait son père, hein, Basile Diogo Senghor, qui lui était un peu... un aristocrate. Oui, le pape du coin, qui recevait le roi du Sine. Le roi du Sine. Et qui, lui qui venait de très loin, de Niodior, je crois, il était venu avec son père qui était, je crois, pêcheur. Et ils déchargeaient à Joal, déjà, ils déchargeaient leur pêche, les produits de leur capture. Et puis, il y a un traitant français, Adrien Mourlan, je crois, qui le remarque très dynamique, très sérieux et tout. Et il dit à son père, moi justement, je cherche quelqu'un pour me soutenir, me seconder dans mes affaires. Et le père lui donne l'autorisation et il repart sans Djogay, qui, au contact de la famille Mourlan, des familles françaises, devient lui aussi justement un homme d'affaires après, parce qu'il s'est construit petit à petit jusqu'à devenir un homme d'affaires important à Joal. Et c'est là qu'il a commencé à explorer d'autres horizons, dont Dilo, où il est allé s'installer. Il a commencé parce que ça a commencé par une boutique et tout. Ensuite, il s'y installe, il construit sa maison, il y prend des épouses. Je pense qu'il a aussi fait un saut à Gorée, où il avait sa quatrième épouse, je crois, et goréenne, certaine Dioridienne. Notamment, il était très lié avec Engrand, hein, ce mulâtre de Gorée, qui homme d'affaires, je pense, homme politique. Très proche des milieux religieux. Très proche des milieux religieux, et qui s'appelait Léopold. Et dont Senghor est justement l'homonyme, qui était le parrain de Senghor. Un Coréen, il paraît qu'il était aussi un peu armateur. Je sais, comme ça là, c'est un peu flou dans ma tête, la pratique. Je ne sais pas s'il a été député ou pas, mais je sais que c'était un homme d'influence et qui était lié et qui a fait travailler Djogay d'abord comme collaborateur. Ensuite, ils se sont plus ou moins associés
dans leurs affaires. Et Diogoye avait justement implanté un WARC à Djilor pour faire décharger les marchandises et pour faire aussi embarquer la production, je crois que c'était des arachides, des produits de la région. Donc c'est comme ça qu'il est devenu un personnage important, que même le roi Lucine venait rencontrer chez lui, il y passait les journées et tout. Et donc, je pense que Diogoye a tout de suite compris ce que la civilisation conquérante française des colonisateurs lui apportait personnellement. Parce que ça en a fait un aristocrate. Parce que dans les traditions indigènes, il y a des lignées, il y a des... Voilà, qui font que... Et je pense que la colonisation a apporté une nouvelle hiérarchie. Et Diogoye Senghor en a profité et est arrivé au sommet de la hiérarchie sociale, justement. Et je pense qu'il a tout de suite décidé que sa famille bénéficierait aussi de l'apport de cette civilisation, de cette culture. Lui, il n'était pas aussi instruit, je crois, que Senghor. On dit qu'il avait un français approximatif, qu'il n'était pas très lettré, mais il savait ce que ça représentait et il a tenu à mettre ses enfants à l'école et à très tôt les pousser vers la civilisation. Donc à 7 ans, Senghor entre chez les Spiritains à Ngazobile, et là c'est une véritable césure, hein, une coupure avec son royaume d'enfance. Il apprend le Wolof, oui, le pendant français. Pendant un an, il a eu une répétitrice, je crois. Enfin, on l'a confié à un curé qui était assez sévère, mais il l'aurait confié à une répétitrice qui lui a enseigné le français et le Wolof pendant un an avant qu'il n'entre à Ngazobile. Et il a eu des problèmes d'ailleurs. Il paraît que cette première année, Senghor habitait chez un des amis de son père, et pas chez son père à Joal. Bon, ça c'est les mystères de la polygamie, hein, on ne sait jamais trop. Voilà. Sa mère habitait à Djilor, donc lui, et il semblerait qu'il a eu du mal à s'arracher de Djilor. Il a même fugué à plusieurs reprises pour retourner chez sa mère, chez son oncle surtout, Tokor Wali. Mais bon, Diogoye n'a pas cédé, et finalement Senghor s'y est fait. Et je pense que son entrée à Ngazobile lui a fait découvrir un monde qu'il a émerveillé. Justement, lui dit, hein, la méthode, l'organisation, toute cette culture, ce savoir qu'il découvrait, il avait des étoiles dans les yeux, quoi. Et c'est déjà là que se fomente son fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Ah oui, ça c'est... Parce que Senghor, je pense qu'il a eu deux chocs. D'abord, c'est le petit Sérère qui comprend qu'il faut composer avec d'autres mondes, le monde Wolof, et le monde français. Et ça, c'est justement ça, son génie. C'est qu'il a su emmagasiner tout ça et le digérer et en tirer le meilleur. Parce que justement, toute sa carrière politique, plus tard, reposera sur sa connaissance justement de cette société en spirale, où il y a une hiérarchie et des cercles concentriques qui fait que... Et il avait cette acuité du regard, il comprenait, et il avait même cette préscience de la société dans laquelle il a baigné pratiquement de manière brutale, comme si on l'avait balancé dans une piscine du jour au lendemain, quoi. Il était dans le bain et il a su faire avec. Cette connaissance, hein, de son peuple, hein, qui lui servira plus tard. Ah, oui. Mais en attendant, il est en conflit donc avec les prêtres, il renonce à la prêtrise, hein, et il sort de ce séminaire pour finir sa scolarité au... C'est pas un Ngazobile. Au contraire, je pense que c'est un Ngazobile qu'il a eu le sentiment qu'il serait prêtre. Oui. C'est au Mariste, enfin, ça qui s'appelait le cours... j'ai oublié le nom. Il y avait un... C'est quand il est parti de à Dakar. À Dakar,
que sa personnalité a heurté celle des prêtres. Oh là là, j'oublie le nom, c'est l'ancien nom du cours Sainte-Marie d'Anne actuel. Et c'est là que les prêtres lui ont dit gentiment, toi, tu es trop rebelle pour porter la soutane, va te faire une carrière dans l'enseignement ou dans ce que tu veux, mais tu n'es pas fait pour la prêtrise. Voilà. Alors, grâce à l'entregent de son père, il débarque en France, à Paris, où il sera notamment sous l'aile d'un autre parfait assimilé, une autre figure de proue, Blaise Diagne, qui est alors député, le premier député noir à l'Assemblée nationale française. L'entregent peut-être, mais c'est surtout qu'il avait eu le bac et qu'il était, je pense, l'un des meilleurs élèves. Et donc, on était en train de construire quand même une petite élite locale. Et donc, il est parti avec une demi-bourse, je crois, de Blaise Diagne, qui a été son parrain, qui l'accueillait chez lui le week-end, et qui a sans doute inspiré la vie politique de Senghor, mais bien après, parce que Senghor ne se voyait pas faire de la politique, il était là pour faire de l'anthropologie, pour faire voilà, des lettres, tout. En fait, c'était quelqu'un avide de savoir, de connaissances. En plus, je pense que son choc, parce que Dakar c'est encore un peu le monde noir et tout ça, mais je suppose qu'il a eu le vertige en arrivant à Paris. Oui. Il voyait le monde d'un autre point de vue. Une ville en pleine ébullition, dans la vague des années folles, avec le surréalisme des Bretons, Aragon, et puis ce courant qu'on baptisera, en tout cas, c'est Césaire qui trouva le mot, ce courant littéraire, artistique, la négritude. Et justement, on va écouter Aimé Césaire qui revient sur ce mot de négritude. Alors, aujourd'hui, avec le recul, on peut percevoir ça comme un certain snobisme, voire même avec cette fameuse cancel culture comme presque une insulte au monde noir. En tout cas, on va se replacer dans le contexte de l'époque avec Aimé Césaire qui revient quelques années après le développement de ce mouvement, la négritude, sur ce mot. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Il s'agit de renouer avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience. Mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire. Et la négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. La négritude en prise avec la réalité. D'ailleurs, ce mot figure en tout cas dans le titre de votre ouvrage, Senghor, sa nègre attitude, un titre qu'on pourrait penser à la fois révérencieux et irrévérencieux. Alors, je vais quand même préciser ma question. La négritude, c'est vrai que pour beaucoup, c'est un concept non seulement dépassé, mais même à l'époque, c'était un concept qui n'était pas du tout en prise avec la réalité. Et d'ailleurs, on se souvient de la controverse soulevée par Frantz Fanon, compatriote d'Aimé Césaire, martiniquais comme lui, qui a voulu dépasser cette vision de la négritude avec cette fameuse phrase « Un tigre, lorsqu'il bondit sur sa proie, il ne clame pas sa tigritude ». Enfin, moi je pense que le Senghor ne ressentait pas la négritude de la même manière que Césaire et Damas. Je pense qu'il y a des nuances différentes. En fait, socio-culturelles. Socio-culturelles. Parce que Damas et Césaire, je pense que par leur histoire,
avaient été coupés de leurs racines africaines. Ils avaient la charge de l'esclavage et cet affront d'être des citoyens de seconde zone en plus dans un monde. Senghor, c'est différent parce qu'il n'a pas eu, lui, justement, cette rupture avec ses racines. Je pense que Senghor est resté un Africain, un Sérère, un Sénégalais, pour dire les choses simplement. Et il a pensé la négritude comme une attitude d'identité, non pas pour laver un affront, mais pour participer à... Je pense qu'il a évolué dans son concept de la négritude, et c'est ce qui explique qu'il est allé vers le métissage et l'universel. C'est-à-dire que je pense que au début, il y a eu... Ce mouvement était une sorte de rebuffade pour dire là, nous, on existe et on exige le respect et la considération. Alors que beaucoup de ses compagnons, je pense, se disaient, mais attends, il faut laver l'affront. Senghor, je pense qu'il a évolué dans une perspective de, il n'y a pas d'affront, il y a à apporter sa pierre dans un édifice mondial, universel. Et je pense que au début, parce que comme j'ai compris le choc qu'il a subi en débarquant à Paris, je pense qu'il a été dans un dilemme profond de se couper de son identité première, parce que les lumières de Paris et de la civilisation occidentale peuvent pousser quelqu'un à pratiquement renier son passé pour devenir un citoyen à part entière d'un monde nouveau. Je pense que la première négritude de Senghor, c'est de s'agripper à ses racines, retrouver son royaume d'enfance pour rester le nègre qu'il n'a jamais cessé d'être. En dépit de tout ce que l'on dit, je pense qu'il a toujours été, seulement, et je pense que c'est son expression, il a entre-temps amendé son âme, son être. Tout à fait, un terme qui revient souvent dans votre ouvrage. Il a amendé son être, s'est confronté à la négritude avec cet épisode qui a été la Seconde Guerre mondiale. Oui. Lui qui a été coupé quelque part de cette négritude dès l'âge de 7 ans pour embrasser, en tout cas s'ouvrir à une autre culture, il y est confronté durant cette Seconde Guerre où, tout agrégé qu'il soit, il est mobilisé. Il est fait prisonnier, il réchappe par miracle à la mort, et puis il est envoyé dans un camp de prisonniers où là, il côtoie les tirailleurs sénégalais, des Sénégalais comme lui, mais dont le parcours, en tout cas la trajectoire est totalement différente dans l'être, la façon de faire, et auprès de ses camarades tirailleurs, il va beaucoup apprendre. Ça a été un épisode constitutif de ce qui sera plus tard. Ouais. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a envisagé peut-être d'être le porte-parole de sa race, parce que déjà dans les camps, il y avait des enjeux de privilèges entre les différents sous-groupes. Il y avait, je pense, des Maghrébins, des Sénégalais, des Antillais et tout ça. Et justement, pour asseoir une autorité dans son groupe, ils avaient besoin de quelqu'un. Et Senghor, qui était quand même agrégé, il paraît que l'un des chefs du camp l'a vu un jour lire en grec des ouvrages en grec. Il pensait que c'était de l'arabe ou des choses comme ça. Il lui a demandé, il s'est rendu compte que c'était du grec, et il lui a demandé de lui traduire. Senghor aurait traduit justement des passages de son livre. Et là, son statut a changé dans le camp, parce que justement ils se sont dit, mais attendez, un docteur en lettres qui est là, agrégé de trucs. Et je pense que ça explique après, quand après la guerre, Lamine Gueye lui a dit tu ne peux pas ne pas faire de politique. Il n'a pas résisté longtemps. C'était déjà, il y avait les prémices dans ces épisodes
du camp de prisonniers où justement c'est lui qui donnait une sorte de... qui relevait un peu le niveau de ses camarades d'infortune et qui leur a permis peut-être d'avoir des conditions carcérales moins rudes, de se faire respecter au moins. Oui, il est libéré après 2 ans, hein, pour des raisons notamment sanitaires, hein, d'ordre santé. Et puis On dit 45... que c'était une maladie diplomatique. Bon, ils se sont dit, mais attendez, ça c'est quand même un agrégé de lettres. Sa place n'est pas là. Voilà. Et on a arrangé pour qu'il retourne enseigner. Je pense qu'il était à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés dans la banlieue sud-est parisienne, le Val-de-Marne. Et puis 45, la libération, il continue à enseigner, mais il vient au Sénégal cette année-là pour une recherche, un travail sur la culture sérère. La poésie sérère, je crois. Et donc, et c'est là qu'il est happé par la politique. Vous dites qu'il n'a pas résisté longtemps. Pourtant, hein, dans des archives, il raconte que Lamine Gueye lui a envoyé, en tout cas la SFIO, hein, une délégation de la SFIO, hein, à maintes reprises. Et au bout d'un moment, hein, fatigué, il a craqué. Et puis aussi, face à la réalité, face au sort de ses compatriotes, notamment hein, la paysannerie sérère, hein, auprès duquel il était venu se pencher pour son travail, ému par le sort hein, de ses déshérités. Il dit oui à Lamine Gueye. Parce que ça ressemblait à ce qu'il avait vécu dans le camp de prisonniers, la misère de ses semblables, à laquelle il a pu apporter quelques soulagements. Il retrouve la même chose au Sénégal. Et donc, Lamine Gueye lui dit, mais c'est le moment, justement, d'essayer de panser les plaies. Et la meilleure manière, c'était justement d'aller chercher le pouvoir, d'être la voix des siens. Mais là où on prend les décisions, c'est-à-dire l'Assemblée, d'ailleurs, constitutive à l'époque, ils avaient besoin de lui, en plus, agrégé de grammaire, pour créer une constituante et la 4e République, ils avaient besoin de... Et je pense que c'est ça qui a aussi déterminé Lamine Gueye à choisir Senghor, parce que c'était justement pour la constituante et la 4e République, il fallait des rédacteurs. Voilà. Alors, 4e République, hein, au cours de laquelle il sera secrétaire d'État. Au Sénégal, hein, alors il y a c'est vrai, ce choix hein, de Lamine Gueye. Alors on va peut-être revenir hein, sur, il y avait deux élus, hein, un élu pour le collège des 4 communes et Lamine Gueye avait besoin d'un élu pour le collège des indigènes, le collège des lecteurs. Et Senghor, hein, du fait de ses origines, correspondait parfaitement à ce profil. Même si il avait déjà la nationalité française, oui. Parce qu'il était déjà français à cause... Je pense qu'il a dû l'acquérir pour l'agrégation. L'agrégation. C'est ça. Donc, bon, mais puisqu'il était originaire de Joal, vraiment de Dilo, il pouvait être... mais ce que je retrouve, ce que je note surtout dans sa carrière politique, et c'est ce qui a fait que son compagnonnage avec Lamine Gueye n'a pas prospéré, c'est qu'il y avait une rupture. Déjà, je pense qu'il l'avait ressenti vis-à-vis de son père. Il y a des privilégiés et lui, il s'était toujours mis du côté des défavorisés. Lui, il est du côté de sa mère, qui est une famille paysanne modeste. Et il ne s'entendait pas avec son père, qui représentait pour lui justement un peu l'aristocratie détestable. Il n'aimait pas l'argent, il n'aimait pas ses méthodes d'homme d'affaires. Senghor était quelqu'un qui a cultivé la modestie, je pense, et l'humilité. Et ça correspondait peut-être à son extraction maternelle, parce que chez les Sérères, on est de la lignée maternelle. Et donc, cette même distance entre sa famille maternelle et son père, qui était le châtelain, je pense que c'est exactement la reproduction qu'il a trouvée avec les citoyens des 4 communes, dont Lamine Gueye était le commandeur, et lui qui venait justement des considérés comme les indigènes, les sujets, et justement qui demandait plus de considération.
il dit d'ailleurs que tous ces gens des 4 communes, les Wolofs et tout ça un peu, n'étaient déjà plus des nègres authentiques. Parce qu'ils avaient déjà connu 2 colonisations. La colonisation islamique arabe et la colonisation. Et donc, c'était déjà les nègres authentiques, c'était les gens de l'intérieur, les Sérères par exemple, chez les Diola. C'est des gens qui n'étaient pas encore entrés en contact avec des civilisations extérieures. Et donc, sa posture par rapport à Lamine Gueye, parce que quand Lamine Gueye, lui, pendant leur campagne, il était en terrain conquis, c'était la superstar, enfin, de l'époque, les 4 communes, donc il surfait sur vraiment la vague, quoi. Senghor, bien qu'il soit, il avait toutes les chances d'être l'élu, et il a sillonné, il a labouré le pays profond. Il a dormi dans des cases avec vraiment en Casamance, dans le pays profond, et on l'appelait après le député Kaki, parce qu'il ne se reconnaissait justement que dans cette paysannerie, dans ce qu'on appelle, ce qu'il appelait les petites patries. C'est justement les cultures authentiques locales, et il avait ce sens même du contact, parce que le cousinage à plaisanterie, il en usait et en abusait chez les Diola, chez les Toucouleurs. Et c'est un peu, d'ailleurs, ça a été une longue... je pense que on ne peut pas parler de conflit, mais il y a eu un contraste permanent entre les gens des villes qui se retrouvent dans ce que l'on appelait à l'époque les 4 communes, les citadins, et le monde rural, dont Senghor a porté justement le combat et qui a pris le pouvoir, parce que depuis Senghor, aucun originaire des 4 communes, des villes, n'a été président de la République. C'est toujours des gens de l'intérieur. C'est cette révolution que Senghor a portée, d'abord en se faisant élire, ensuite en rompant avec la SFIO et Lamine Gueye, qu'il considérait un peu trop français. Paradoxalement, ça a l'air de rien comme ça. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, Senghor, c'était un français ». Non, non, non. Il considérait que ces gens-là, ils cultivaient son accent. Il avait cette propension à montrer que c'était un authentique sérère, un nègre et tout ça. De loin maintenant, on dit oh, ça c'est de la rigolade, mais à l'époque, c'était un vrai combat. Il fallait renverser justement ces gens qu'il considérait comme des collaborationnistes. Oui. Avec cette donc, lettre de démission à Guy Mollet, oui. Démission de la SFIO, il double Lamine Gueye par la gauche, oui. En créant tout d'abord le BDS, premier des avatars qui aboutiront à l'UPS, puis le PS. BPS et l'UPS. Avec ce début de compagnonnage avec Mamadou Dia qui occupe aussi une grande partie de ce livre. Vous évoquez cette filiation rurale, cette prise en compte des petites gens du Sénégal réel, Mamadou Dia et Senghor, 2 hommes qui étaient vraiment en prise avec leur réalité, la réalité du Sénégal de l'époque et de leur peuple, ce qui aujourd'hui peut paraître un peu étonnant, un peu surprenant, parce que c'est vrai qu'on présente Senghor comme un contre-modèle, le parangon de l'impérialisme, du néocolonialisme. On reviendra dans la seconde partie de l'émission sur cette dichotomie entre francophonie, France-Afrique, les relations avec Félix Houphouët-Boigny notamment, mais il est temps de s'accorder une pause. C'est l'heure de l'Angélus. Je pense que le président Senghor y aurait sacrifié comme nous tous. L'Angélus, il va être midi dans quelques minutes et on va se retrouver dans la seconde partie de cette émission pour continuer à parler du président Senghor. Merci, à tout de suite. Ça tombe bien, je vais aller aux toilettes. J'enregistre.